poète, mais aussi auteur et metteur en scène, il propose au Théâtre de Bastia l'opéra Les Noces de Figaro. Jean-Daniel Sénézi est l'invité de Philippe Martinetti. Bonsoir Jean-Daniel Sénézi, merci d'avoir accepté notre invitation. Bonsoir, merci à vous de m'avoir invité. Vous proposez les 27 et 28 septembre au Théâtre de Bastia l'opéra Les Noces de Figaro, près de Séville, au château Almaviva. Figaro et Suzanne, respectivement valets caméristes du comte et de la comtesse Almaviva, préparent leurs noces. Mais leur joie risque d'être ternie par les audaces du comte, prêt à tout pour séduire la future mariée. Il s'agit évidemment du célèbre opéra, premier chef-d'œuvre du couple Mozart da Ponte, c'est ainsi qu'on le prononce, je crois. Ça, bah oui. Adaptation oui. du mariage de Figaro de Beaumarchais, une œuvre qui a été maintes fois jouée. A-t-on cela à l'esprit lorsqu'on s'apprête à la mettre en scène? Oui, clairement, effectivement. Quand on doit mettre en scène les Noces de Figaro de Mozart, déjà on se dit c'est un peu un tunnel, il y a 4 actes. Beaumarchais déjà, lui, sa pièce, c'était un challenge, la durée. La pièce précédente il avait dû couper des scènes. Et c'est vrai qu'il a voulu presque imposer au public une durée de pièce un peu extraordinaire. Mais il a tellement fait patienter le public que du coup, ils étaient prêts à tout pour lire sa pièce, maintes fois censurée. Donc voilà, et tout le monde était sur des charbons ardents. Et donc c'est vrai que les Noces de Figaro, l'opéra de Mozart, même si Mozart et da Ponte ont un peu édulcoré le livret et l'ont un peu raccourci, il est vrai que ça reste quand même un ouvrage qui peut paraître assez long dans un premier temps. Et quand on a vu, c'est un ouvrage qui est souvent monté, comme c'est un succès, donc quand on a vu plusieurs mises en scène des Noces de Figaro, et que des fois on s'est dit « Ah, c'est vrai que je me suis un peu ennuyé à tel moment », on se dit forcément, quand ça va être mon tour, quoi faire? Et en fait, dès que je m'y suis plongé, il n'y a eu aucun souci, parce que j'ai tellement pris de plaisir à revoir le théâtre, la comédie et les ressorts de la comédie dans le livret, que ça m'a paru évident. Tout m'a paru évident. Et on est parti sur une scénographie et des lumières et des costumes qui vont, pour moi, servir le propos, avec un peu des choses qui vont se passer un peu dans le public, etc. Tout ça, pour moi, va faire que cette pièce, mais d'ailleurs comme Les Noces de Figaro, La folle journée de Beaumarchais, un tel succès que du coup les gens sont venus, applaudissaient, et ça a été bissé, ça a été, et que ça passait comme une lettre à la poste. Cela veut dire que vous vous êtes autorisé presque des chemins de traverse? Pas du tout. J'ai eu l'impression, parce que moi c'est un peu mon credo, au contraire de revenir à l'esprit. À l'essence. Voilà, à l'essence. Tout en restant forcément moderne, je suis de mon époque, mais je n'ai pas voulu faire de transposition, d'action, de décor temporel, de faire jouer ça, je sais pas, dans la jungle avec les phares, voilà, pas du tout. On reste vraiment un château, le comte, la comtesse. Vous changez juste le siècle. Voilà, je change juste le siècle, on passe au 19e au lieu du 18e. Mais malgré ça, je trouve que quand on revient à l'essence des œuvres, que ce soit poésie, théâtre, etc., c'est là où on trouve ce qui a plu à l'époque et qui continue à nous plaire, parce qu'on n'a pas changé. On naît, on grandit, on fait des enfants, on meurt, et ça n'a pas changé, ça ne changera pas. Alors, comme dans cette émission, on aime bien faire dialoguer les différentes formes d'art entre elles, et qu'il s'agit d'une adaptation d'une œuvre de Beaumarchais. Vous disiez tout à l'heure qu'il y avait des aspects qui avaient été gommés, évidemment, dans l'œuvre de Beaumarchais par rapport à l'adaptation de Mozart. L'œuvre de Beaumarchais est très politique. Alors, nous n'allons peut-être pas être trop d'accord sur ce point de vue-là. L'œuvre de Beaumarchais est très politique. Est-ce que les noces, finalement? Alors, c'était pas le même public, c'était Vienne, donc la censure était beaucoup plus importante par l'empereur, et donc il a forcément, le public autrichien, viennois n'est pas le public parisien. À Paris, il y avait les intrigues, il y avait tous les jeux de pouvoir, la cour du roi, les courtisans, etc. Donc c'était vraiment... Beaumarchais pouvait jouer, passer au forceps et arriver à faire que la pièce soit jouée et compter sur le succès. C'est là où on est quasiment d'accord, c'est qu'en fait, c'est une pièce à une portée politique, évidemment, mais pour la faire passer, il a fait rire. Voilà. À Vienne, Mozart, il ne pouvait pas aller aussi loin dans le côté politique, donc il a un peu édulcoré, il a coupé des passages, mais on ne peut pas trahir le propos. Même dans l'humour, dans les réparties, dans les pics, il y a du politique. Dans la confrontation quasiment directe de la classe sociale comte-comtesse et la classe sociale Suzanne-Figaro, il n'y a pas d'intermédiaire. Ils sont des fois d'égal à égal quasiment. Et donc c'est dans ce côté-là que même chez Mozart et da Ponte, on a l'aspect politique, évidemment, qui de toute manière traversait le siècle. À cette époque-là, c'était partout, ça bougeait, on avait envie que ça bouge. Les injustices,
on en est marre, ras la casquette. Donc forcément, tout était gros de ça. Et c'est quand on lit le livret, quand on lit l'œuvre évidemment de Marché, et par ensuite le livret de Mozart, c'est très rythmé, ça va très vite. Oui. Et, il y a, vous disiez les pics, les échanges en tout cas. Les traits d'esprit. Les traits d'esprit sont évidemment omniprésents, et il faut vraiment que les comédiens soient au diapason du texte, de la mise en scène. Oui, voilà. Donc ça c'est aussi mon gros travail de cette production particulière, mais mon travail de manière plus générale, c'est j'aime l'opéra, évidemment. Moi, je suis même chanteur d'opéra. Donc, après un parcours un peu très, très varié, je prends un plaisir extraordinaire à défendre l'opéra et je considère qu'effectivement, l'opéra est un genre à découvrir. C'est la comédie musicale. Sauf que c'était la comédie musicale de l'époque. À l'époque, tout le monde chantait. Mozart, Figaro, etc. Sauf que maintenant, on en fait un peu quelque chose d'un peu d'ampoulé ou de précieux. Mais moi, mon propos, c'est de me dire, il faut qu'on reprenne l'opéra et qu'on le rende populaire comme du Johnny Hallyday, sans le déformer. Hein. Mais si on revient à l'essence des choses, forcément, on revient à ce qui était au départ le plaisir du public. Alors, l'essence des choses, le cœur même du texte de Beaumarchais, de l'opéra de Mozart, comment vous mariez cette dimension lyrique avec la modernité que vous voulez insuffler, on l'entend bien dans ce que vous nous dites. Par le jeu des chanteurs comédiens. C'est essentiellement par le jeu des comédiens. Là, on a fait un filage public il y a quelques jours. Il y a quelques jours, avec juste des chaises, des trucs, où d'ailleurs, apparemment, même les gens m'ont dit, mais c'est génial, il faut que tu gardes ça. Je disais, le décor représente, et je leur expliquais, parce que c'est 2 chaises, je dis, voilà, là, les 2 chaises, c'est une porte. Bon. Et même dans cette essence de spectacle, comme les enfants qui jouent. Les enfants, quand ils jouent, ils disent « Bon, on va dire que c'est ça. » Et si tu fais la marchande et que même « Bon, je te vends 3 courgettes » et que tu ne fais pas bien les courgettes ou la marchande, ils t'engueulent, les enfants. Parce que tu ne fais pas bien. Si tu fais bien, c'est des courgettes. On joue. Et puis quand on a fini de jouer, on arrête tout. Et c'est à nouveau des livres. Ce sont à nouveau des livres. Donc c'est pour ça que chez Beaumarchais, c'est à la fois politique et c'est aussi comédie. Et donc chez les chanteurs que j'ai, mon propos c'est évidemment, ils ne sont pas forcément formés à ça, les chanteurs lyriques de maintenant. Mais même les comédiens des fois. Hein. Je travaille aussi avec des comédiens du théâtre public ou privé. Il y a souvent actuellement un déficit dans la formation parce que moi je trouve, on privilégie trop l'intellect et pas assez le corps et le ressenti et l'émotion. Quand on est sur le ressenti et l'émotion, comme votre enfant ou l'enfant du voisin peut vous faire éclater de rire, parce qu'ils ont dit une bêtise ou qu'ils ont fait un truc, ils sont très sérieux et qu'ils jouent un truc, n'importe quelle personne du public, initiée ou pas initiée, venez voir l'opéra de Mozart. Parce que même en n'y connaissant rien, avec le type de jeu sur lequel j'insiste et que je veux apporter, on comprend. Ça marche, on pleure, on rit, ça marche. Vous parlez du corps, ça me fait penser à une formule, enfin, en tout cas, ce que nous disait Béatrice Massin, qui est une grande chorégraphe que nous avons reçue dans cette émission. Elle évoquait le travail autour du corps, l'importance du corps. Béatrice Massin travaille beaucoup sur la verticalité, notamment. Vous aussi, c'est une dimension importante dans votre mise en scène. Je vais vous dire, là, c'est vrai qu'on a un temps limité dans les répétitions, et puis il y a des chanteurs qui me connaissent plus ou moins, donc il a fallu les mettre en confiance, mais quand je suis pédagogue, formateur, là dans une troupe que j'ai créée récemment avec des jeunes chanteurs justement avec lesquels je veux porter cette envie d'aller vers le public, évidemment que j'intègre le corps. C'est-à-dire que d'ailleurs il y a un des chanteurs là de la troupe, lui qui me disait mais moi je veux bien qu'on fasse du yoga tous les matins. Parce qu'évidemment le travail d'interprétation, comme dans le livre dont je vais vous parler tout à l'heure, ça passe par le corps. Parce qu'il faut effectivement faire un peu de danse, ou alors de la danse adaptée. C'est vrai que ça ne sert à rien non plus de bourrer le crâne aux gens, parce que du coup ça leur donne trop de références, et c'est là où ça les panique, et leur surmoi revient et bloque tout. C'est-à-dire que si on leur fait trop faire de la danse pure, ou du théâtre pur, le chanteur lyrique, il ne va pas forcément savoir faire le lien entre ça. Il faut lui donner ce dont il a besoin pour son métier. Donc comment je fais un peu de l'approche dansée, de l'approche physique, c'est pour donner une densité, et que d'un coup on sente. Moi, j'ai fait beaucoup de gestuelle baroque. C'est pour ça que Béatrice Massin, je ne la connais pas personnellement. Enfin, un peu, on s'est croisés. Mais parce qu'effectivement, j'ai même croisé Francine Lancelot, qui était sa maître. Voilà. Et parce que j'ai bien connu aussi un monsieur qui était celui qui faisait la musique pour Francine Lancelot. Antoine Geoffroy de Chaume, il faut le nommer, c'était un monsieur incroyable et qu'on oublie trop.
Et donc forcément, moi en passant par la gestuelle baroque, c'est très codifié la gestuelle baroque. Donc on pourrait se dire, c'est ringard, c'est vieux. Et c'est une contrainte, comme toutes les contraintes, en l'apprenant et en comprenant comment servir la musique et de sentir dans un mouvement de corps, un mouvement de visage, une inclinaison de tête, comment on fait passer des choses et que ça soit lisible. Parce qu'effectivement, comment on est dans la vie, c'est pas comme on est sur scène. Donc du coup, ça permet d'accéder à ça. Et moi, le premier, je l'ai fait parce que j'étais jeune et en formation. Donc bon, j'ai dit pourquoi pas, mais a priori, j'en ferai rien de ça. En fait, cette formation gestuelle baroque a été un moment clé dans ma formation à moi, pour après aller vers le clown, vers la danse, parce que j'ai fait de la danse, vers plein de choses physiques, du mime même, pour accéder à ça. Et après, je ne suis pas danseur, je ne suis pas mime, je ne suis pas clown, mais par contre, sur scène... Mais vous puisez à chaque fois dans ces références. Et j'essaye de faire passer ça à mes interprètes. Justement, vous avez utilisé un terme qui me semble important, c'est pédagogie, tout à l'heure, au début de votre explication de mise en scène. C'est ainsi que vous travaillez avec vos comédiens. Ils sont à l'écoute, vous êtes à l'écoute inversement. Oui, c'est important. C'est important. En plus, moi j'ai eu la chance, c'est pareil, c'est souvent le hasard. Après, au fond, il y a des choses qui sont en nous, qui se révèlent au fur et à mesure des expériences et des rencontres, évidemment. Donc forcément, j'ai été plutôt, au fond, attiré par des gens qui allaient m'amener vers une liberté, vers, pour moi, justement, un vrai talent et une vraie humanité aussi. Donc effectivement, j'ai eu la chance de travailler avec des personnes, un chorégraphe en particulier, Bruno Agati, qui lui a ce talent-là de savoir prendre chez l'interprète et de le mettre en valeur. Il aime les gens, donc du coup, il les met en valeur. Et le public, pour le plaisir du public, a l'impression que cette personne, il va être beau, brillant, il va savoir danser, chanter, alors que quand il y a un spectacle que j'ai fait justement où j'étais danseur, chanteur, comédien, c'est lui. Au départ, j'étais juste son administrateur. Mais on rigolait tellement en coulisses, en tournée, qu'il m'a dit, toi, Janda, le prochain spectacle, t'es sur scène. Qu'est-ce qu'il veut? Et il n'a pas lâché. Donc le prochain, il m'a dit, hop, Janda, c'est à toi. Et vous avez franchi le Rubicon. Alors j'étais déjà chanteur, comédien, etc. Mais il m'a fait danser. Et surtout, dans ce spectacle-là, on était 11 sur scène. Et il arrivait à nous faire ou chanter ou danser alternativement. Mais le public avait l'impression qu'on était tous des très bons comédiens, chanteurs, danseurs. Mais il savait nous choisir. Et là, c'est pareil. Avec un interprète, j'ai moi, bien sûr, réfléchi sur mon projet, sur ma vision. Mais je n'ai pas envie de faire rentrer des gens dans un carré s'ils sont ronds. Donc, du coup, on adapte et après, on trouve avec eux. Donc, c'est dans la proposition, je leur explique une logique, je suis très patient, donc j'explique maintes et maintes fois. Des fois, je montre, des fois, je prends la place parce qu'en me mettant à leur place, en fait, je trouve la manière de faire ou le mot qui peut te manquer. Je sais qu'en pédagogie, il faut souvent prendre plein de mots différents pour arriver à ce qu'un mot résonne avec l'interprète. Et voilà. Et eux, en général, je ne suis pas méchant, je ne suis pas autoritaire, je ne suis pas le metteur en scène cassant. Donc en général, ils prennent du plaisir, on rigole aussi et ils ont envie. Liberté d'adaptation, liberté d'expression, notamment de dialogue avec vos comédiens. Les Noces de Figaro. Oui. Alors je ne vais pas revenir dessus, mais c'est quand même quelque chose de tellement grand. C'est un monument. Qu'est-ce qui vous a pris? Ben, c'est pas moi. Poser la question à... En fait, c'est l'ensemble instrumental de Corse. Oui, qui est allé vous chercher. Voilà. S'ils sont allés vous chercher, c'est pas si... Voilà, ils m'ont dit... C'est pas le hasard qui les a poussés vers vous, certainement. J'ai dit, les Noces de Figaro. Bon, ben, ok, allons-y. Au fond, ça me pendait au nez. On m'a déjà un peu proposé une fois à Lyon, au Conservatoire National Supérieur de Musique et de Danse de Lyon, où, comme je suis intervenu 3 fois là-bas, des jeunes chanteurs lyriques, il avait été question à un moment de ça. Mais c'est une œuvre importante, avec en plus des jeunes chanteurs vraiment. Moi, à l'époque, j'avais dit, OK, on en fait une adaptation. Je fais des coupures, je réécris un peu le livret, et on a fait un truc vraiment moderne. Bon, là, il s'agissait de le faire en l'état, dans son jus, comme on dit. Donc, j'ai dit, OK, allez, challenge, on y va, c'est parti. Et pour aller voir ce challenge, les 27 et 28 septembre, au Théâtre de Bastia, les Noces de Figaro, nous allons poursuivre notre conversation. Mais avant, nous allons parler littérature, c'est ainsi, c'est coutume presque dans cette émission, avec notre esprit critique littéraire, Marcel Petriccioli.